La Cour internationale de justice ordonne à Israël de permettre l'accès à l'aide humanitaire à Gaza. Xavier de Giacomoni, c'est peut-être la première fois que cette demande est faite de façon aussi importante. C'est vrai qu'on se souvient que l'Afrique du Sud avait déposé plainte fin décembre en disant bon, maintenant ça suffit. Et on est à plus de 23 000 morts dans cette bande de Gaza. Oui, 25 000, je crois, le dernier bilan publié par le Hamas. 23 968, selon le bilan donné par le Hamas. Ouais. Décision importante donc aujourd'hui. Oui, c'est une décision très importante, même si elle reste purement symbolique, parce qu'elle ne pourra pas s'appliquer sur le territoire, bien évidemment. Il n'y a pas de force de loi dans cette décision. Il y a une partie des pays, notamment de ce qu'on appelle le Sud global, qui pense que, et c'est pour ça que l'Afrique du Sud a porté plainte, qu'Israël est en train de commettre un génocide. Israël, de son côté, dit qu'elle mène une guerre. Elle est d'ailleurs, le pays s'offusque vraiment avec ce mot génocide qui, évidemment, rappelle ce qu'ont vécu les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un traumatisme sur le traumatisme, rappelle tout à fait la Shoah. Israël parle d'une guerre, certains pays veulent utiliser ce mot-là. Ça peut changer quelque chose, Magali, dans cette approche de la guerre par rapport aux partenaires d'Israël dont nous faisons partie, puis je pense bien évidemment aux Américains? Bon, il est certain que pour l'Afrique du Sud aujourd'hui, qui a lancé donc cette requête, c'est une première victoire. D'ailleurs, on a là des urgences qui nous arrivent en nous disant que les dirigeants de l'ANC, donc le parti au pouvoir, sont en train de fêter et chanter après l'audience de la Cour internationale qui était attendue invisiblement, parce que voilà, on précise quand même que ces images sont en très direct. attendues, parce que donc et voilà les images de Liesse dont vous nous parlez. Voilà, l'Afrique du Sud a donc lancé cette requête, et on attendait vraiment le verdict de la Cour internationale de justice, qui est la plus haute quand même juridiction onusienne. Donc il était extrêmement important de savoir comment elle allait juger cette plainte en génocide, l'Afrique du Sud accusant Israël en fait de mener à Gaza d'avoir une volonté génocidaire, de vouloir détruire le peuple palestinien. Alors là, ce que dit, pour être précis, la Cour internationale de justice, c'est qu'elle demande à Israël d'abord d'autoriser l'accès humanitaire à Gaza. Ça, on a envie de dire, l'ONU le réclame depuis tellement longtemps. Et que les déplacés puissent rentrer chez eux aussi, je crois. Et de prévenir et punir l'incitation au génocide. Mais prévenir. Alors c'est ça qu'on comprend pas. Alors c'est prévenir et punir, aussi, et de prendre des mesures efficaces, en effet, pour que la fourniture des services de base, l'aide humanitaire dont les Palestiniens ont besoin, puisse enfin arriver dans cette cour internationale dans la bande de Gaza. Il y a donc une pression en fait supplémentaire sur Israël pour laisser un accès davantage aux humanitaires. Bon, ça, c'est une pierre évidemment qui est dans le jardin d'Israël. C'est une volonté de la part de l'ONU d'appuyer les demandes du secrétaire général de l'ONU et de toutes les organisations humanitaires pour faire rentrer cette aide. Ce qui est, et c'est là où l'Afrique du Sud estime avoir obtenu une victoire, c'est que le mot de génocide, même si Israël n'est pas directement accusée de mener un génocide, il y a quand même l'idée qu'elle encourage l'incitation au génocide. Et d'où ces images, en effet, de ces militants Précision de l'ANC. importante dans ce que demande la Cour, elle demande aussi la libération de tous les otages que détient le Hamas. Également. Et oui. Dans le même arrêt qui a été rendu. Oui. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Punir tout acte de génocide, à partir du moment où la Cour considère que les actes de génocide sont a priori commis par les soldats de Tsahal. On voit mal Israël punir ses propres troupes. Enfin, je ne comprends pas bien. Oui, mais en plus, Comment Israël pourrait punir quelque chose qui fait partie de son opération contre le groupe terroriste du Hamas? Et puis là, le génocide n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié, c'est prévenir un génocide. Prévenir un génocide. Ah ouais. Un génocide, il faut qu'il y ait une intention génocidaire. Alors ça, c'est pas du tout prouvé. Il faut qu'on arrive à prouver que les gouvernants d'Israël ont décidé d'éliminer le peuple palestinien. Alors évidemment, dans le gouvernement israélien aujourd'hui, il y a des membres de l'extrême droite qui ont pu avoir par le passé des propos qui peuvent se rapporter à ça. C'est-à-dire se débarrasser des Palestiniens. Oui, comme Itamar Ben-Gvir, par exemple, qu'il quitte le territoire. Donc, bon. Mais Isabelle Smotrich aussi demandait ça. Smotrich aussi. Mais
cette intention génocidaire, il faut la prouver. Et puis après, il faut prouver que ça a été mis en œuvre sur le terrain. Là, on est dans le cadre d'une attaque en réaction à l'attaque du 7 octobre du Hamas. Et la Cour demande à Israël de cesser ces attaques, de permettre l'aide humanitaire, de permettre aux Palestiniens de rentrer chez eux. Ce que l'ONU demande d'ailleurs, ce que disait Magali, l'ONU le demande quasiment depuis les premiers jours de la guerre, mais demande aussi, j'insiste, parce qu'il faut vraiment tout dire par rapport à ça, au Hamas de libérer les otages israéliens. Mais rien ne change, des deux côtés d'ailleurs, depuis le 7. Donc pourquoi ça changerait quelque chose C'est une pression supplémentaire mise par la communauté internationale. Quand on parle de prévenir et punir l'incitation directe à commettre un génocide, en effet, ça vise en fait l'extrême droite israélienne. Ça génocide, c'est ça qu'il faut mais ça vise quand même peut-être certains des ministres israéliens qui, eux, ont quand même des propos qui sont Oui, parce que certains voulaient déporter les Palestiniens, on est bien d'accord. Alors ça c'est assez récent. Il y a des projets comme ça, oui. Il y avait ce projet d'île, et je ne sais plus qui, alors pas dans alors l'île, c'était un port, c'était pas pour installer tous les Palestiniens. Mais peut-être en marge, quelqu'un qui voulait utiliser une bombe atomique, non ? Il y a eu ça. Absolument. Il y a eu ça, il y a eu aussi mettre les Arabes à la mer, ça revient dans des meetings de certains leaders d'extrême droite. Oui, donc l'idée, c'est de demander à Israël d'interdire, de punir, je reprends le mot, ces gens-là. De faire en sorte que le génocide ne soit pas possible. Pas forcément de punir, de prévenir dans le texte exact qu'on a vu. D'accord, on n'est pas sur les propos tenus, on est bien sur les actes. Je ne crois pas que dans le peu qu'on est pour le moment, parce qu'on en est juste au début de la décision, on vient juste de la recevoir, il n'y a pas de personne n'est nommé de manière directe. Je pense pas que d'ailleurs, ce n'était pas l'objet de la plainte. Justement, cette petite question, revenons à la plainte. Pourquoi l'Afrique du Sud ? Quel intérêt ? Quels sont les alliés de l'Afrique du Sud ? On pense à la Russie derrière, on pense à certains soutiens également du Hamas. Il y a un jeu de rapport de force et de concurrence entre certains pays de la BRICS, notamment entre l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, qui sont les trois pays à peu près de puissance équivalente. Et puis il y a aussi, en ce qui concerne le leadership aussi sur le territoire africain, sur le continent africain, que souhaite toujours conserver l'Afrique du Sud sur le plan politique. Et puis il y a une campagne électorale qui va s'ouvrir en Afrique du Sud, dont la date n'est pas encore déterminée, qui va donc une campagne électorale importante, puisque c'est la campagne présidentielle. Et donc il faut mobiliser les militants de l'ANC et de toute la gauche sud-africaine. Il y a une histoire. Oui, il y a une histoire. C'est ce que j'allais dire, ça fait très... Sachant que, mais que l'Afrique du Sud a fait le parallèle entre ce qui s'est passé pendant l'apartheid, voilà, évidemment, et ce qui se passe en Israël, en disant qu'en fait, les Israéliens ont une politique, les accusations, c'est que les Israéliens auraient une politique d'apartheid envers les Palestiniens. Donc, ensuite, que ce soit l'Afrique du Sud qui dépose cette requête, évidemment, c'est très symbolique vu l'histoire de ce pays. Et ça montre à quel point l'Afrique du Sud veut se mettre en première ligne pour essayer de faire... d'obtenir une condamnation d'Israël de cette politique qu'elle juge être comparable à celle de la politique de l'apartheid. Alors on voit ces images faites joie, il y a la même chose du côté de La Haye où visiblement la décision était attendue. Merci de nous avoir rejoints, Général Chauvency. Regardez ces images, La Haye, nous sommes en direct des deux côtés, une satisfaction. J'en reviens moi à ma question, qu'est-ce que ça change pour Israël ? Qu'est-ce que ça change pour les partenaires d'Israël ? Est-ce que c'est un moyen de pression également sur Netanyahou pour la gestion d'un certain nombre d'individus de son gouvernement, de son cabinet de crise, ou alors c'est encore un coup d'épée dans l'eau ? Oui et non, je dirais que le fait qu'on utilise, et sinon on instrumentalise le droit international d'une certaine manière pour faire valoir une politique ou en condamner une autre, aujourd'hui c'est ce qu'on subit pratiquement tous les jours. Il y a des textes qui existent et c'est vrai que le mot génocide, comme vous l'avez expliqué, est quand même susceptible à beaucoup d'interprétations. Depuis le début de cette opération à Gaza, il est certain que le mot est déjà ressorti à plusieurs reprises. C'est un mot qui suscite l'indignation,
qui suscite l'émotivité et l'adhésion à une cause. Donc qu'on ait effectivement l'utilisation avec succès partiellement, parce que quand même il faudrait bien relire exactement le communiqué de la CIJ, hein, c'est effectivement une sorte de victoire partielle de l'ANC finalement et de l'Afrique du Sud. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point, sur le terrain ou dans, je dirais, les opérations militaires menées par Israël, ça fait bien longtemps qu'Israël n'écoute pas vraiment ce que dit l'ONU. Donc un coup d'épée dans l'eau partiel, sans aucun doute, mais d'un côté il y a la question géopolitique, droit international, donc là ce n'est pas un coup dans l'eau. En revanche, sur le terrain, je vois mal aujourd'hui Netanyahou revenir en arrière. Il continuera sa mission. Tout ce qu'on lit tous les jours aujourd'hui, l'engagement de l'armée israélienne, le nombre de pertes, montre bien que Netanyahou ne peut pas, je dis elle ne peut pas, et ne veut pas, les deux pourraient se mettre ensemble, retourner en arrière. Donc tant qu'il n'aura pas abouti finalement même à la réduction massive, je dirais, des forces du Hamas, il va continuer. Donc je ne pense pas que ça va l'inhiber. Alors peut-être que ça va motiver par contre l'opposition israélienne, dont on voit beaucoup de choses tous les jours, avec de fortes manifestations, et que peut-être là, effectivement, il y aura peut-être une pression plutôt intérieure en Israël qu'extérieure au niveau international. Le camp de la négociation aujourd'hui pour notamment les otages de celles et ceux qui manifestent, je crois que c'était encore, et c'est assez violent au début de semaine à la Knesset. Voilà. Peut-être que ces personnes-là vont se servir de ce qui s'est passé. Il y a une pression en fait qui est à la fois intérieure et internationale. Pression intérieure parce qu'en effet, les familles des otages réclament des comptes. Et en effet, ont envahi une réunion à la Knesset, au Parlement israélien, cette semaine, en interpellant, mais de manière violente, très violent, les députés israéliens, en disant mais comment pouvez-vous continuer encore à faire votre travail comme ça dans ces conditions sans penser aux otages? C'est ça qui doit être notre priorité. Le reste, en fait, n'a pas d'importance. Il faut d'abord sauver les otages qui restent aux mains du Hamas. En plus, il y a des divisions au sein du cabinet de guerre israélien, en effet, avec la politique de Netanyahou qui est complètement remise en cause, notamment par un ancien chef d'état-major israélien qui dit, en fait, la stratégie aujourd'hui, ça fonctionne pas. La pression militaire sur le Hamas, elle donne pas les résultats escomptés. Donc en fait, maintenant, il faut négocier, faire sortir les otages. Et s'ajoute à cette fronde intérieure une pression internationale de plus en plus forte qui est mise quand même sur l'État israélien, notamment du côté des Américains. Parce qu'on voit bien à quel point Joe Biden est extrêmement embêté et dans cette affaire israélienne, parce que le soutien qu'elle accorde à Israël est de plus en plus remis en cause, notamment par une partie de l'électorat démocrate. Donc il y a une pression très forte pour que Israël, en effet, commence à négocier. Il a envoyé là cette semaine son émissaire pour le Proche-Orient dans la région. Le patron de la CIA devrait y retourner aussi dans les prochains jours pour essayer de négocier davantage. Donc en fait, il faut remettre aussi cette décision de la Cour internationale de justice dans ce contexte-là d'une pression internationale qui est mise sur Israël pour finalement stopper les opérations, discuter, se mettre autour de la table et essayer de trouver un accord. Est-ce qu'on va y arriver dans les prochains jours? C'est difficile à dire parce que Netanyahou, évidemment, joue sa survie politique aussi dans cette affaire et lui a plutôt intérêt à continuer les opérations. En même temps, il y a une vraie pression et il y a eu des informations de presse cette semaine expliquant qu'un plan israélien était quand même en préparation pour obtenir par phase des libérations d'otages en échange d'une trêve de 2 mois pour des combats dans la bande de Gaza. Donc voilà, tout ça est à remettre en perspective. Là, en fait, ce qu'a dit la Cour internationale de justice, c'est qu'elle allait juger finalement au fond l'affaire de la plainte pour génocide, mais qu'elle voyait quand même des signes. Et donc, elle demandait à Israël de prendre des mesures dès maintenant pour stopper et faire entrer, pour empêcher et pour faire entrer l'aide humanitaire à Gaza.